Cette rencontre aujourd'hui et notre présence diverse est forte non seulement d'un symbole que représente François Ruffin avec son élection qui est un exemple pour nous tous, et avec surtout cette conception qu'il a du combat politique qui renverse tous les a priori que l'on peut avoir, tous les prérequis, toutes les crispations, avec une seule volonté, c'est que la gauche radicale et écologique puisse se battre ensemble contre le pouvoir qui est aujourd'hui en place. Et il m'a dit la semaine dernière que les histoires d'appareils, que les histoires de partis ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'était la lutte commune. Et je voudrais dire aujourd'hui, de façon très forte, sous la forme d'un engagement que je ne prends pas seulement à titre personnel, mais que je me permets de prendre au nom des 11 députés du Parti communiste français, nous allons faire un front commun. Nous allons faire du commun avec le groupe des Insoumis. Nous allons à des militants comme François et d'autres, nous prenons l'engagement, même si nous avons deux groupes distincts, nous prenons l'engagement de travailler ensemble, nous prenons l'engagement de nous réunir chaque semaine. Nous voulons que notre action des uns et des autres soit la plus forte possible. Et pour cela, c'est en étant non seulement convergents, mais en étant des groupes frères de la gauche radicale et écologique. Constitué, maintenu le groupe de la gauche démocrate et républicaine, parce qu'il se dit un peu beaucoup de choses par méconnaissance, c'est qu'il y a 10 ans, quand il a fallu constituer un groupe, nous avons trouvé des députés d'outre-mer, notamment un indépendantiste, Alfred Marichal de la Martinique, et Huguette Bello de la Réunion, qui sont venus avec nous. À l'époque, nous avions même fait ce groupe avec des écologistes, et puis il y a 5 ans, les 10 députés du Front de gauche, si nous n'avions pas eu avec nous 5 députés d'outre-mer de différents partis, et notamment 2 députés indépendantistes, et toujours Huguette Bello, si nous ne les avions pas eu, nous n'aurions pas pu faire un groupe et être les porte-voix de ceux qui se battaient dans les rues. Aujourd'hui, c'est aussi, je le dis, une fidélité par rapport à ça. Notre groupe est un groupe technique, avec d'un côté les 11 députés communistes, et de l'autre côté 5 et peut-être plus députés d'outre-mer qui ont une liberté de vote, qui ont leur propre sensibilité, mais qui nous ont permis d'être présents à l'Assemblée. Il n'était pas envisageable aujourd'hui de les abandonner en faisant un groupe dans lequel ils ne souhaitaient pas particulièrement venir. Je voulais vous donner cette explication. La réalité, elle est ici. Elle est ici, la réalité. Maintenant, on a découvert quoi? On a découvert que sans le mouvement social, les élus, nous ne sommes rien. On l'a vécu pendant 5 ans. Au fur et à mesure que le mouvement social a grandi, que les luttes ont grandi, on était plus musclés, on avait plus de force, et on l'a vu notamment dans les débats contre la loi travail. On a pu monter à la tribune, on a pu faire expliquer les choses, décortiquer cette loi. Nous n'aurions pas pu le faire avec la même force s'il n'y avait pas eu la mobilisation qui est extrêmement large. Et c'est l'appel que je lance aujourd'hui. Avec la loi d'habilitation, ils veulent nous présenter une coquille vide. D'une part, cette coquille qui va nous être présentée au mois de juillet et qui veulent remplir ensuite tranquillement au niveau de l'exécutif. Cette coquille, il faut déjà se battre, non seulement pour la dénoncer, mais pour dire qu'il est inacceptable qu'on vote une coquille vide. Ça sera la première bataille qu'il va falloir conduire. Et ensuite, c'est se battre jusqu'au moment où cette loi sera présentée, se battre pour faire reculer, parce que l'objet central, c'est de casser la protection des salariés, c'est de faire en sorte, par exemple, qu'on donne le plus de pouvoir possible au niveau des accords d'entreprise, en opposition avec les accords branches, et même les accords branches en opposition avec le code du travail, avec la loi. Et c'est par la mobilisation la plus forte que nous empêcherons ce nouveau coup de force, c'est par la mobilisation, le mouvement social
social, mais aussi par le travail commun, en faisant du commun, comme nous allons le faire à l'Assemblée nationale. J'ai pas l'habitude de parler comme ça devant vous, donc c'est un peu impressionnant. Donc je suis auxiliaire de vie et notre premier combat c'est de nous faire connaître parce que c'est un métier d'avenir, mais malheureusement qui n'est pas reconnu et c'est géré par des départements et c'est très différent d'un département à l'autre. Certains départements ils sont un petit peu plus riches, donc ça va un peu mieux. Mais nous, dans la Somme, nous sommes un département pauvre. Donc il faut faire des économies. Et les économies, on les fait sur les publics fragiles, donc les personnes âgées d'abord, et les auxiliaires de vie que nous représentons. Malheureusement, nous travaillons beaucoup à temps partiel et nous n'avons pas la garantie d'emploi. Et depuis 2010 à peu près, nous avions acquis certains bénéfices. Nous avions de l'ancienneté, nous avions du temps payé, intervacation, la mutuelle, nous avions aussi des formations, des indemnités kilométriques et différentes choses que nous avons acquises. Et depuis un an à peu près, avec le nouveau président du département, nous perdons tout ça. Donc nous reculons, nous perdons la garantie d'emploi, nous perdons nos indemnités kilométriques, nous perdons notre ancienneté. Et la garantie d'emploi, parce qu'on fait devenir les personnes âgées employeurs. Donc nous n'avons plus de... Quand on perd un employeur, quand on perd une personne âgée, on perd du travail, on perd des heures. Il faut savoir que la moyenne des salaires des auxiliaires de vie est de 800 à 900 euros. Donc on a beaucoup de trous. Nous travaillons le matin très tôt, le midi, le soir, les week-ends, les jours fériés bien sûr, et nous n'avons pas beaucoup de repos en journée. Et voilà, nous refusons le recul. Et depuis un an, François nous aide et nous espérons qu'il va faire bouger les choses au niveau de l'État, de l'Assemblée. Voilà. Nous demandons un service public de la dépendance qui soit national. Il n'y a aucune raison que les personnes âgées et leurs auxiliaires de vie soient traités différemment selon les départements. Notre métier est un métier d'avenir. On nous le répète encore et encore. On le structure sérieusement, bien entendu pour les revenus, sur la garantie d'emploi et non sur le motif de faire des économies. Ce n'est pas à nous de subir les économies qui sont décidées par ceux qui ne les subissent pas. Eux, ces décideurs, ils cumulent, ils sont présidents d'un côté, ils sont maires d'une ville, ils sont vice-présidents, ils sont conseillers par ici et par là. Eux, ils cumulent, ils arrivent encore à avoir une activité professionnelle à côté. Donc nous, on voudrait vivre de notre métier. On a le droit de vivre de notre métier, pouvoir acheter une voiture, une maison, partir en vacances, comme tout le monde. Donc, c'est l'un des trucs que je veux porter à l'Assemblée nationale, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de répéter que les emplois de service sont des emplois d'avenir, mais pour tout ce qui est assistante maternelle, auxiliaire de vie, animateur périscolaire, ainsi de suite, la précarité est plus que la règle. Donc là, il n'y a pas l'excuse de c'est délocalisable, puisque ces métiers-là ne sont pas délocalisables. Donc il y a tout à fait les moyens de les structurer. Évidemment, ça a un coût. Et il se trouve que ce sont toujours les métiers qui touchent les classes populaires qui sont déstructurés, tandis que les banquiers d'affaires, ils ont moins de difficultés pour avoir des CDI. Et ça, il n'y a pas de remise en cause de ça pour l'instant. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si Clémentine est arrivée, Clémentine Autain. Non. Voilà. Donc, Renaud, il est là, je suis sûr. Renaud Lambert. Donc, il nous faut un intellectuel.
Et donc voilà, je signale dans le lien, donc nous évidemment on doit avoir des intellectuels qui nous aident. Déjà ce week-end, j'ai reçu un mail de Geoffrey Goetz, qui est chercheur en Belgique, et qui m'a informé, je vous glisse l'information au passage, elle va apparaître demain, je pense, sur ma page Facebook, sur les activités de Florence Parly, ministre des Armées, puisqu'il se trouve qu'il y avait une ligne qui avait été oubliée dans son CV, c'est qu'elle est au conseil d'administration de Zodiac Aerospace, donc qui est en liaison avec la défense, et qu'elle y représente au sein de Zodiac Aerospace le groupe Edmond de Rothschild. Voilà. Donc je pense que c'est pour avoir un certain équilibre dans le gouvernement entre un président qui lui est de la banque d'affaires Rothschild et compagnie. Il fallait quelqu'un qui soit du groupe Edmond de Rothschild afin qu'on ait une assurance d'un certain pluralisme. Donc, voilà. Alors, je vais vous raconter une anecdote que raconte l'historien Arnaud Meyer. Il était venu à la Bibliothèque nationale de Paris afin d'explorer les documents relatifs aux forces hostiles à la Révolution française. À l'époque, explique-t-il, on utilisait des petits bristoles pour classer les livres par thématique. L'historien fouille les registres de la Bibliothèque nationale de France. Il trouve un bristol rassemblant diverses entrées relatives à la thématique conservateur, mais à sa grande surprise, il n'en trouve aucun pour la thématique contre-révolution. Et l'historien de conclure, même à Paris, dans un pays qui avait traversé la Révolution française, le concept de contre-révolution était absent. Il m'arrive de penser que la production intellectuelle d'une certaine partie de la gauche présente le même angle mort. Elle se concentre sur l'incapacité du neuf à naître et sous-estime mécaniquement la violence idéologique, institutionnelle et parfois physique qui permet aux vieux de refuser de mourir. Une amie se lamentait récemment de l'échec du mouvement social du printemps dernier, un mouvement qui avait déjà rassemblé un bon nombre d'entre nous, ici même, à la Bourse du Travail. Elle m'expliquait, je la cite, « Tout cela n'a finalement servi à rien puisque Macron a été élu et qu'on ne se souviendra de la loi El Khomri que comme d'une mise en bouche par rapport à ce qui nous attend. » Je ne suis pas d'accord. Alors oui, Macron a été élu, oui, il projette d'aller plus loin encore dans la case du droit du travail, mais le mouvement social du printemps dernier a contraint le pouvoir à sortir du poids. Il revendiquait la démocratie, il a été obligé de brandir le 49.3, chiffre auquel le nom du sinistre Valls est désormais à tout jamais associé. Le pouvoir revendiquait la bienveillance, il a sorti les matraques pour tenter de dompter la rébellion. Il revendiquait un mandat populaire, jamais, pour l'heure, un président n'a été aussi discrédité que François Hollande. Alors oui, un banquier d'affaires pilote désormais la France, mais à quel prix? Le subterfuge d'une alternance qui faisait succéder le même au pire ne sera plus disponible. Le camp du patronat a dû unir ses forces, celle du 16e arrondissement avec celle de la fête de la musique socialiste. Et il l'a fait de mauvais gré. Alors que le mouvement social du printemps dernier appelait à une séparation du MEDEF et de l'État, les voici qu'ils valsent d'un même pas dans les couloirs de l'Élysée, de Matignon et de l'Assemblée nationale. Nous cherchons à mettre en évidence leur collusion, désormais incapables de la masquer, les voici sans autre choix que de parader en la revendiquant. En 1832, Diego Portales, l'un des fondateurs de l'État chilien, expliquait, je le cite, « L'ordre social ne se maintient que grâce au poids de la nuit. Si elle devait disparaître, la passivité des masses ignorantes disparaîtrait également. C'est nous qui nous retrouverions alors dans les ténèbres, incapables de contenir la rébellion. » Fin de citation. À la suite du scrutin présidentiel, le poids de la nuit est moins lourd sur nos épaules. À mes yeux, il s'agit là d'une victoire considérable du printemps dernier. Alors, que faire désormais? Car même si nous avons marqué des points, ils détiennent toujours le pouvoir. Sans doute d'abord continuer à alléger le poids de la nuit. Grâce à vous, les députés, vous allez pouvoir nous éclairer sur les turpitudes de vos collègues, de nos ministres, du pouvoir. Faire entrer la lumière là où chacun préfère œuvrer dans l'ombre. Vous allez également pouvoir contribuer à forger l'expérience politique de tous ceux que les luttes récentes ont ralliés à la gauche. Il faudra expliquer à chacun comment et pourquoi
l'élection d'un député constitue moins une victoire que la possibilité d'engager un combat. À nous, de notre côté, de ne pas vous laisser seuls. Et de nous souvenir de ceci. Si le pouvoir prétend répondre aux urnes, il ne répond dans les faits qu'aux pressions qui s'exercent sur lui. Et cela, les marchés le savent, pour le plus grand bonheur des conservateurs. En 2011, l'Europe traversait la crise où nous connaissons encore les soubresauts. Le Premier ministre hollandais, un conservateur, expliquait au Wall Street Journal, je cite, « Il ne faut jamais gâcher une crise. Celle-ci représente une excellente opportunité de réformer tout un tas de pays. La pression des marchés, je la désire, car elle nous aide. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, un nouveau gouvernement. En Italie, un nouveau gouvernement. En Grèce, un nouveau gouvernement. Et voilà que nous avons un président français, parler de François Hollande, qui explique à la télévision que son pays veut maintenant ressembler à l'Allemagne. Qui aurait pu imaginer tout cela possible il y a un an ?» Fin de citation. Le marché est bien organisé, à nous de réussir, de devenir encore plus influents. Nous y sommes déjà parvenus dans le passé, pourquoi pas aujourd'hui? Je terminerai en formulant une suggestion. Les médias sont discrédités, certes, mais nous ne disposons toujours pas d'organes capables de rivaliser avec eux. Ne m'en veux pas, François. Pourquoi ne pas créer un espace de discussion médiatique sur Internet, par exemple, parce que si on réfléchit à Paris, on réfléchit aussi dans d'autres endroits de France, où nous pourrions débattre de nos objectifs, de nos stratégies, sans avoir à répondre d'abord, toujours d'abord, aux questions sottes de Patrick Cohen. Un lieu qui vous permette, vous les députés, vous les syndicalistes, de nous informer, qui vous permette de nous informer et de nous interpeller, de nous appeler à l'aide dans la rue pour vous soutenir, qui vous permettent de nous appeler à l'aide et qui nous permettent de vous rappeler à l'ordre. Un lieu où toutes les franges de la gauche représentées ici, qu'elles siègent ou non à l'Assemblée, pourraient participer. Ce serait également un espace qui nous permettrait de ne pas faire comme si la lutte était simple, comme si l'unité était une évidence, mais de discuter des moyens de remporter la première en travaillant à la seconde. Alors on ne lance pas une idée comme ça un soir comme ce soir sans avoir déjà évoqué la question avec des camarades. Et d'ores et déjà, les copains de Joli Monde sont disposés à recevoir ceux qui voudraient y participer une fois par mois, par exemple, pour discuter stratégie, pour discuter politique, pour nous informer, par exemple, des petits papiers qui circulent à l'Assemblée nationale sur En-Tête, du MEDEF, de Sanofi Saint-Élabo. Évoquant la Commune de Paris et l'intrusion des gueux sur la scène politique, Alexandre Dumas fils expliquait, je le cite, « Il y a d'un côté les gens qui possèdent, les gens qui travaillent, les gens qui savent, il y a de l'autre côté les gens qui ne possèdent pas, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui ne savent pas. Nous. » Aujourd'hui, Alexandre Dumas fils s'appelle Dominique Seux, Bernard Guetta, François Langlais, Laurent Geoffrin. Ne la laissons pas le récit du combat qui s'engage. J'ai juste un mot. Si on fait un truc militant, un média militant un jour, il faudra juste qu'on fasse gaffe de ne pas être chiant. Vraiment. Et c'est la grave question qui se pose aux médias militants, c'est moins la question du fond que la question de la forme. C'est comment faire pour ne pas être chiant. Et donc pour que ça passe auprès des gens. Je vais passer la parole à Loïc de la compagnie Jolimum et du collectif des intermittents et précaires. Sachant que je ne sais pas ce qu'il va dire, mais moi je vais prendre la parole après parce que je sais qu'il n'était pas favorable à ce que je sois candidat, enfin ça ne le bottait pas trop. Il disait qu'est-ce que tu vas t'emmerder là-dedans et tout ça. Donc j'ai décidé de prendre la parole après, comme ça c'est moi qui... Vous voyez, ouais. Effectivement, quand tu m'en as parlé, je t'ai dit oulala, de toute façon, t'es une tête de mule, t'iras bien au bout, mais moi je n'irai pas m'embarquer dans cette galère. Bon, voilà. Bravo en tout cas. Effectivement, je fais partie de ceux qui considèrent qu'ils préfèrent mettre mon énergie dans les mobilisations que dans les élections. Il y en a qui arrivent à faire les deux, et c'est très bien. Donc, pour le thème de ce soir, voilà, ça ne va pas vous étonner si on reprend l'idée que c'est dans la rue que ça se passe, que c'est dans la rue que ça va se passer, que les mobilisations existent en ce moment, que les mobilisations vont continuer à exister, qu'il faut déjà préparer celle de l'été, celle de la rentrée et toutes celles qu'on va gagner. Il y a le Front Social en ce moment qui a pris comme slogan « c'est dans la rue que ça se gagne ». Et ouais, effectivement, il y a déjà des mobilisations qui vont commencer depuis les élections, depuis la veille du premier tour de l'élection présidentielle
jusqu'à la fin de l'élection législative. Et ce genre de mobilisation dans la rue, sous toutes ses formes, dans les entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en grève en ce moment, dans les quartiers, parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui essaient de s'organiser en ce moment, dans les comités de chômeurs. Il y a une manif, je viens de l'apprendre, demain matin, un rassemblement de demain matin de chômeurs, avant même la mobilisation de demain midi aux Invalides. Voilà, il y a plein d'initiatives partout. Il y a effectivement le Front Social qui essaie d'en fédérer un maximum pour les pousser, essayer qu'elles prennent de la force. Il y a d'autres collectifs qui s'organisent au maximum. Bon ben voilà, je pense que c'est là-dedans qu'il va falloir qu'on aille à fond. Vous, en tant que député, je ne sais pas bien ce que vous allez pouvoir faire, mais il y a un truc auquel je pensais en entendant l'autre jour que le camarade Jean-Marc Rouillant était encore condamné à de la prison ferme. Cette fois, il est condamné clairement pour un délit d'opinion. Il a osé ne pas suffisamment condamner les gars qui font des actes terroristes au nom de Daesh. Et pourtant, il les a condamnés. Il a été très clair. Il a dit, moi, ces gens-là, politiquement, c'est des ennemis. Ces gens-là, j'ai rien à voir avec eux. Et il a juste dit que le terme lâche ne semblait pas approprié pour ces gens-là. Et pour ça, il est condamné à de la prison ferme à nouveau, lui qui en a déjà fait 25 ans. C'est du pur délit d'opinion, c'est faire taire les gens pour ne pas qu'ils s'expriment, et ça c'est important. Donc un truc que vous pouvez faire les députés, c'est effectivement aller visiter les prisons, aller visiter les centres de rétention, parce que les conditions dans lesquelles sont non accueillis ou sont humiliés les migrants à longueur de temps, c'est important d'aller dire ce qui se passe, c'est important d'aller voir ce qui se passe, de dire ce qui se passe et de dire qu'on ne peut pas accepter qu'en notre nom, même si on réfute les gens qui nous gouvernent, que des gens soient traités de cette manière-là. Et il faut absolument qu'on arrive à faire changer ça. Alors oui, dans les prisons, dans les centres de rétention, au dépôt de la cité, puisque j'ai eu l'occasion de vérifier dans quel état infâme il était l'an dernier en étant en garde à vue dans les intermittents. Donc le dépôt de la cité, les cellules de garde à vue, tout ça c'est des endroits qu'il va vous falloir aller visiter. Et voilà une chose concrète qui me semble utile, indispensable et assez urgente. Voilà, que vous dire de plus que nous en tant qu'intermittents et les copains chômeurs, bah, on fait partie des premières cibles du gouvernement Macron. Gouvernement Macron ou gouvernement d'autres choses, de toute façon, on a affaire à des capitalistes qui ont envie de nous faire la peau. Et voilà, on est nombreux ce soir, on le sera encore plus dans les temps qui viennent. Et si on ne veut pas que eux nous fassent la peau, bah bien, il va falloir les dégager de là, avec l'Assemblée, sans l'Assemblée, dans la rue, partout, dans les luttes, dans les boîtes. À très bientôt. Les années électorales, c'est dur de faire des luttes sociales. Moi, je reste un lutteur social essentiellement, mais c'est difficile les années où on sait qu'il va y avoir la présidentielle, puis ensuite il va y avoir des législatives et tout ça. Et donc je faisais le pari, d'une part, que c'est en menant une bataille électorale qu'on arriverait à mobiliser des gens autour de nous. Et aussi à nous mobiliser pour le mouvement social. Et de fait, c'est ce qui s'est passé parce que peut-être qu'on n'aurait pas mené la même bagarre autour de l'usine Whirlpool à Amiens si dans le même temps, on n'avait pas été engagé dans une bataille électorale dans ce coin-là. Et il se trouve que ça a contribué à mobiliser aussi les Whirlpool, et ainsi de suite. Et de la même manière, encore samedi, on faisait une manif à Abbeville. Et qui est lié au fait que j'ai été élu et qu'on va faire des manifs régulièrement. Je vous le dis parce que franchement c'est un truc qu'on a inventé dans la dernière semaine. Je savais que dans la dernière semaine, nous on avait 10 points de retard. Donc il fallait qu'on mette le feu à la campagne ou alors il fallait qu'on tente le tout pour le tout. Et donc on a décidé de faire des manifs quotidiennes. D'abord on avait prévu une manif quotidienne, en fait on en a fait deux en même temps puisque la circonscription est assez longue. Donc on avait une manif qui se déroulait à Amiens et une manif qui se déroulait à Abbeville. Tous les soirs il y avait deux manifs. Donc la préfecture ils n'avaient pas le personnel pour nous envoyer des gens tous les soirs. Mais c'était sympa, donc les Picardie de Boulerger avec nous, des fois ils se sont complètement plantés dans les comptages. On recomptait avec eux et on montrait qu'ils avaient divisé les chiffres par deux en direct, donc voilà, on s'amusait bien. Mais donc on ciblait les quartiers populaires, on était entre 5, bon même plus, on était 240 à un moment. Mais on était une petite centaine, et on passe dans les quartiers populaires en jouant des casseroles et machin, on fait les prises de parole devant chacun des immeubles. Et il y a du monde qui sort aux fenêtres quand même. Donc ça a marché, je le redis parce que samedi dernier on a recommencé à Abbeville, et il y avait encore plus de monde qui sortait aux fenêtres. Et par ailleurs, je pense que l'air de rien, les
gens, ils n'entendent pas quelqu'un, une espèce d'énergumène qui vient les alpaguer comme ça, que quelqu'un qui est député. Quand je leur dis, voilà, c'est votre député qui vient gueuler devant vos fenêtres avec ses pom-pom girls, parce qu'en plus, on avait des pom-pom girls samedi à Anneville, oui, les gens, ils disent, bon, il y a un truc qui se passe, quoi. Donc, je crois qu'il y a la possibilité de faire bouger en ayant la légitimité de l'écharpe tricolore, même si pour l'instant, je n'ai pas encore porté, mais enfin, demain midi, apparemment, on va inaugurer ça, aux Invalides. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça rejoint ce que disait Loïc. Moi, je veux être député reporter. Donc il y a les prisons, là c'est obligatoire, ils sont obligés de nous ouvrir. Moi j'espère me faire ouvrir rapidement les portes de l'hôpital psychiatrique d'Amiens. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que à l'hôpital psychiatrique, tous les ans ils ferment un service. Donc là il va y avoir le troisième service qui va fermer en 3 ans. Ils sont en train de bourrer les gens dans des chambres, à 3 dans des petites chambres. Il n'y a plus de place même pour mettre des tables de nuit entre les lits. Donc je veux aller prendre des photos de ça. Et ce que je dis à propos de ça, je vais le vérifier, mais c'est que avec une pareille promiscuité, si on rentre pas fou, on le sort fou de toute façon. Et moi, c'est ce que je sais faire, c'est-à-dire, là, ça s'appelle réduction de déficit pour l'ARS. Pour eux, c'est juste ça. Pour le ministère de la Santé, ça s'appelle réduction de déficit et c'est tout. Pour Macron et Édouard Philippe, ça s'appelait réduction de déficit. Et bien nous, il s'agit que dans un premier temps, on montre ce que signifie ce mot, ces 3 mots, réduction de déficit. Il faut qu'on donne aux gens des visages à voir, des situations à rencontrer, parce qu'on ne se mobilise pas contre les réductions de déficit. On ne se mobilise pas contre la précarité, on ne se mobilise pas contre le libéralisme. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. On se mobilise pour des visages, on se mobilise pour des gens, on se mobilise pour des histoires. Alors c'est un peu bloc ma comparaison, mais moi je dis dans Merci Patron, ce qu'il y a dans Merci Patron, tout le monde le sait qu'il y a des gens qui sont dans la merde et qui ont du mal à bouffer. Mais là, c'est l'éclure, c'est une histoire, ce sont des visages, ce sont des silences, ce sont des émotions. Et de la même manière, la Shoah, on peut dire 6 millions de morts, mais à un moment il y a le journal d'Anne Frank, et le journal d'Anne Frank il pèse peut-être autant que les statistiques, vous voyez. Donc il faut que nous-mêmes, comme militants, on sorte du travail statistique et de la répétition de nos slogans, parce que ça ne va pas marcher ça. Donc il va falloir aller, moi ça va être mon travail, de transformer ça en visage, en situation, en mots et tout ça, et de les donner à voir, en espérant que derrière il y ait des relais et il y ait des gens qui fassent connaître tout ça. Sur comment les élections, elles remotivent parfois aussi. Samedi soir, j'étais à Aville, on a passé non, ça c'était samedi midi, pique-nique à Manchebourg. Il y a un gars qui sort, qui nous amène une table en formica, qui fout des chaises autour, et qui sort avec un casque de viking, et c'est le casque qu'il avait mis le soir de notre victoire, et il avait marqué Zoé, donc, qui est le nom de la suppléante, Zoé du bureau du Parti communiste, et François Ruffin sur l'autre côté. Il avait foutu un trac entre les pointes du casque comme ça, et puis il avait été gueulé partout dans la ville avec un tam-tam et machin, il avait réveillé le quartier. Bon. Et il me dit ah, mes parents ils auront été là. Qu'est-ce qu'ils auront été contents, mes parents? Ah, parce que ma père j'avais toi un communiste, il est tout rouge, tout le monde est tout rouge dans le quartier, ça il n'y a pas de souci. Puis un jour, je sais pas ce qu'il m'a pris, un matin, j'étais chez toi il y a une paire d'années, qu'est-ce qui m'a pris, je me suis réveillé le matin, puis je suis pas allé voter pour ma partie. Je lui ai dit, t'as voté Marine Le Pen? Il me dit, bah ouais, je sais pas ce que... Mais je me suis réveillé à 7h comme chaud, puis j'étais en colère, puis à 9h, je dis, c'est un butin dans l'heure. Je comprends pas. Ma mère, elle aurait de là, mon claque. Et voilà, et j'ai le sentiment que lui, qui s'appelle Jgan, enfin, son surnom est Jgan, et peut-être des dizaines et peut-être des centaines de personnes, si on fait correctement notre travail, alors les gens ils savent qu'on ne va pas bouleverser les choses, qu'on n'est pas en situation de bouleverser les choses, mais de rendre compte des actions qu'on mène, des prises de parole qu'on a, et s'ils se reconnaissent dans notre posture, je pense qu'il y a possibilité pour qu'on les ramène durablement dans notre gauche. Ce que je dis à propos de mon point, c'est qu'il y avait un fond rouge. Le problème, c'est qu'il s'est mis dessus une couche de brun. Le brun en picard, c'est de la merde, et en même temps, c'est la couleur du Front National. Et nous, notre travail, c'est de nettoyer la couche de brun. On a réussi, pour une journée, le temps d'un vote, le temps de
de dimanche. Vous savez qu'on a fait 40% à Flic Secours, j'en suis très fier. S'il y a des chercheurs dans la salle, je cherche des chercheurs en sciences politiques qui viendraient aller faire des entretiens avec les gens de Flic Secours pour comprendre comment ça se fait qu'à la présidentielle, on a 40% de vote Front National au premier tour de la présidentielle. C'est nous qui nous retrouvons avec 40% de vote pour nous au premier tour des législatives et 73% au deuxième tour. Donc voilà. Ouais, ça y est, je pars. Bon, c'est pas grave. Vous savez, cette réussite, elle va faire de nous une cible. Parce que je sais que dans ce que je viens de vous énoncer, il y a un espoir possible. L'espoir, c'est quoi? Et c'est mon programme. L'espoir, localement, dans la première circonscription la Somme, c'est la réconciliation d'Amiens Nord et de Flic Secours. C'est-à-dire la réconciliation de deux pans des classes populaires, les petits blancs, les prolétaires des campagnes, et les enfants d'immigrés des quartiers nord d'Amiens. Et tant qu'en fait il y a une division entre ces deux fractures au sein des classes populaires là-dessus, on est sûr de perdre. Vous voyez, tant qu'on n'arrive pas à réunir ça, on est sûr de perdre. Et comme le Front National, il part sur des questions culturelles, il contribue à diviser ces classes populaires. Eh bien, il faut qu'à partir des questions économiques et des questions sociales, on parvienne à les réunir dans des suffrages, mais aussi dans la rue et ainsi de suite. Qu'on arrive à réunir ça. Tant qu'il y a cette cassure au sein des classes populaires, on est condamné à la défaite. Et la deuxième réconciliation qui aura opéré, c'est la réconciliation entre les classes populaires et la classe intermédiaire. Voilà. C'est le projet politique qu'on doit se fixer. Maintenant, le fait qu'on ait réussi localement, on va être attaqué. On l'est déjà. Il y a, comment il s'appelle, Bruno Roger Petit de Challenge, qui est un macronolâtre fini, qui a dit que grosso modo sur le parking de Whirlpool, on avait noué des connexions avec le Front National et que c'est pour ça qu'on avait gagné. Je veux dire, les seuls qui sont allés sur le parking de Whirlpool pour ne pas laisser ce cas de souffrance sociale, cet exemple d'une Europe qui fait n'importe quoi et qui sont allés vous bagarrer au jour le jour pour que ce symbole-là ne tombe pas entre les mains du Front National, c'est pas les marcheurs, on n'a pas vu un seul. Le seul qu'on a vu, c'est Macron avec beaucoup de retard. Ils n'étaient pas là. Les socialistes, ils n'étaient pas là. Le seul qui était là, c'était nous. C'était nous pour nous bagarrer, pour leur dire il y a un autre chemin qui est possible pour votre colère et pour votre espoir. Mais je sais que... le fait qu'on ait réussi ça, et je ne suis pas le seul en France, nous allons être une cible. Donc aussi, je compte sur vous pour nous représenter, nous protéger. Enfin, le dernier point sur la lutte sociale et lutte électorale, moi ce qui m'intéresse, c'est le déclic. Comment on donne aux gens le sentiment qu'ils peuvent reprendre en main leur destin commun. Et s'ils ont gagné sur un petit truc, ça va leur donner envie de gagner sur les plus grandes choses. Vous voyez, peut-être que vous avez vu Merci Patron et que ça vous a fait cet effet-là. Vous avez dit, mais putain, cette bande de guignols-là, à 3-4, ils arrivent à faire peur aux géants du luxe LVMH. Pourquoi nous, on s'y mettrait pas? C'est un appel d'air, c'est un appel d'énergie. Moi, je dis, la volonté appelle la volonté, l'énergie appelle l'énergie, et la victoire appelle la victoire. Et bien, de la même manière, les gens qui ont eu le sentiment de gagner dimanche soir, ils ont un peu repris en main leur destin commun. Ils se sont dit, mais c'est pas le candidat qu'on avait dit qu'ils allaient gagner. Et donc, ça veut dire qu'on peut bouger ça. Mais si on peut bouger ça, on peut peut-être bouger autre chose. Alors, ça part de des grandes batailles sur la loi travail, mais vous savez, quand vous avez des gens qui sont démobilisés politiquement, socialement, qui se sentent éloignés de tout ça, ça passe vraisemblablement par un certain nombre de batailles avant ça. Je veux dire, au quartier de l'Espérance à Abbeville, ça va peut-être de militer pour le retour d'une ligne de bus. À côté, ça va être pour un city stade. À côté, ça va être pour avoir 2 animateurs dans la maison de quartier. Mais si les gens ils font des pétitions, qui font une manif, qui vont à la mairie et qu'ils gagnent ça, ils vont se dire mais quand on se bouge, on peut gagner. Et donc si on peut gagner ça, pourquoi on ne pourrait pas gagner autre chose? Voilà quel est le cœur de ma démarche. C'est pas de pouvoir dire voilà l'horizon lointain vers lequel on avance, mais c'est de pouvoir dire voilà les premiers pas qu'on peut faire ensemble. Et si on arrive à faire un pas ensemble, si on arrive, peut-être qu'on aura envie d'en faire un deuxième, et qu'à la fin on finira par relever le nez et avoir davantage de vues sur l'horizon. Voilà, je vous remercie. Clémentine Autain, députée France Insoumise Ensemble, et qui est en retard parce que son fils s'est retourné le pied et qui est aux urgences, un truc comme ça, donc qui, je pense, en tant que député reporter, a pu faire un reportage sur les urgences. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse que François ait pris cette initiative. Je suis
très heureuse qu'on soit élus tous les deux députés soutenus dans nos campagnes par la France Insoumise, par Ensemble, par le Parti communiste français. Et surtout que vous soyez là et qu'on essaye d'avoir un rapport à la politique, à cette assemblée, aux institutions qui prennent une nouvelle forme, et c'est particulièrement important. Alors je m'excuse d'abord pour mon retard. François l'a dit, mais c'est en fait pas une petite question. Effectivement, mon fils a eu un problème au pied, il a fallu y aller, j'ai passé 2 heures pour trouver un médecin en Seine-Saint-Denis, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'on oublie parfois que les élus, et les femmes en particulier, parce qu'on n'a pas tout à fait le même quotidien, le même rapport à tout ça, on a ces questions-là à gérer, et je trouve que c'est très important pour la vie politique, pour l'engagement citoyen, syndical, partout, qu'on prenne en considération ces questions-là qui posent des sujets en termes de temps de la vie, de partage du temps de travail, d'organisation des réunions. J'insiste pour le dire, parce que je sais que j'ai fait un meeting en campagne et j'ai dit voilà, je ferai tout ce que je peux, mais je suis une mère de 2 enfants et je ne veux pas sacrifier ma vie familiale, et je pense qu'il y a aussi des jeunes hommes qui sont dans cette situation-là, et je pense que ça fait partie de notre projet politique de dire qu'on a droit, si on veut justement être des députés qui ressemblent à la vraie vie, aussi d'avoir ce temps-là. Mais je ne serai pas plus longue là-dessus, je voulais vous parler de plein d'autres choses. Alors j'imagine que vous avez déjà fait le tour des ordonnances, des lois de travail, etc. Et François m'avait dit, parle d'une question. Alors je vais parler juste d'une question qui est le projet que j'entends défendre de la création d'un pôle universitaire sur mon territoire, bon, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est sur notre territoire, ce grand Villepin-Tremblay. On est au nord-est de la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire très jeune, c'est la banlieue très populaire, et je nourris l'espoir de construire ici une université parce que nous n'en avons pas. Alors ça peut paraître un projet local, mais en fait c'est un projet très porteur de sens, et je vais insister sur 2 points. D'abord, on a une crise de la formation et de l'université aujourd'hui, puisque 500 000 étudiants n'auront pas de place à la fac dans les 10 ans qui viennent. 500 000 étudiants. Donc on a un problème majeur pour former nos jeunes. Que très souvent, pour les former, il faut venir au centre de Paris, dans les grandes agglomérations, et qu'on a plein de territoires, et ce n'est pas simplement en Ile-de-France, qui sont dépourvus de ce type de lieu. Donc nous avons besoin sur ce territoire d'université. Et par ailleurs, nous avons également besoin que des territoires populaires de banlieue soient des lieux dans lesquels on ne fait pas simplement des cités dortoirs, mais sur lesquels la puissance publique est capable de dire que nous avons un projet pour la jeunesse, et que ce projet, c'est pas de devenir milliardaire comme le propose Emmanuel Macron, c'est d'avoir du sens dans sa vie, et ce sens, ça passe par la culture, ça passe par l'éducation. Et je crois que notre projet politique, je me souviens déjà en 2012, on se disait au fond, on en a marre de l'argent qui décide de tout, on en a marre du monde marchand, moi j'en ai ras-le-bol aussi du consumériste, de cette société consumériste, et on se disait, le point 1 de notre programme, ça devrait quasiment être ça, la culture, l'éducation, parce que c'est ce qui nous permet à nous toutes et tous de nous élever. Et donc ce projet-là, l'intuition que j'ai eue localement, mais il a un sens politique national, parce que quelque part, il dit le projet que nous voulons, ce que nous voulons, pas de stigmatisation des banlieues, pas des cités dortoirs d'un côté et de l'autre côté des richesses qui s'accumulent, mais une capacité à développer autrement le territoire, une capacité à avoir un projet qui est un projet porteur de sens. Et je ne serai pas plus long, je suis sûre, je ne dois pas être très loin de mes 5 minutes, mais vous avez peut-être tous lu, vous allez penser à mes enfants, mon fils s'appelle Oscar, ma fille s'appelle Alice, comme Alice au Pays des Merveilles, et j'ai eu cette idée d'appeler ma fille Alice parce qu'il y avait un petit livre d'Utopia, certains d'entre vous ont peut-être lu, avec cette phrase un peu détournée d'Alice au Pays des Merveilles, et qui dit mais alors, dit Alice, si ce monde n'a aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un? Voilà notre mission, et tout député que nous sommes et que nous serons avec vous, notre travail, il est dans l'hémicycle, il est dehors, il est dans le débat public, et il vise tout simplement à redonner de la vie à cette vie politique qui en est dépourvue. Nous ne sommes pas du côté de la logique mortifère du profit, nous sommes du côté de la vie. Je ne vois pas meilleur symbole, et nous avons besoin de vous pour que la vie entre à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Il
y a une phrase, c'est Maurice Barrès qui la prononce, donc c'est un mec de l'ultra-droite, mais qui dit que, grosso modo, la garantie de la paix sociale, c'est la résiliation des humbles. Et bien, ce qu'on doit soulever, c'est la possibilité d'une espérance. S'il n'y a pas une espérance, on ne gagnera pas. Il faut qu'on arrive à lever pendant l'été non seulement des arguments sur la quête du travail, mais il faut qu'on arrive à lever une espérance. Les gens, ils se bougeront que s'il y a une espérance en face. Donc il faut trouver le moyen de rouvrir ce chemin-là. Enfin, la dernière chose que je dirais, vous savez, j'ai dit pendant 5 ans, maintenant il faut être prêt à avoir des fenêtres d'opportunité. Je me souviens par exemple de la crise financière qui s'était déroulée en 2008-2009. On n'a pas su saisir la fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 fois 1 million de personnes dans les rues qui sont venues en disant nous ne payerons pas leur crise. Vous voyez, nous ne payerons pas leur dette, je me souviens plus. Mais en fond, on n'était pas au clair sur est-ce qu'on peut nationaliser ou socialiser les banques, est-ce qu'on veut faire banqueroute sur la dette, est-ce qu'on veut... Vous voyez, il y a un certain nombre de points sur lesquels on n'était pas au clair, et du coup, cette fenêtre d'opportunité s'est ouverte, les libéraux eux-mêmes, ils arrivaient en disant on ne veut plus de ça, on se bat la coule, c'est vrai, c'est très mal ce qu'on a fait, tout ça, mais comme nous on n'était pas au clair, les forces syndicales et les forces politiques, sur ce qu'on voudrait mettre à la place, eh ben ils ont reconstruit la même chose. Et je pense qu'il faut qu'on soit prêt à ce qu'il y ait une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre et dans laquelle on puisse se glisser, mais à ce moment-là, il faut y être prêt. Il faut être prêt à occuper ça, et ça veut dire que sur le terrain de la bataille des esprits, il faut savoir, il faut que maintenant nous sachions ce que nous voulons. Et je pense que ça, quand on se réunit à plusieurs centaines de personnes ici, c'est pas immédiatement pour se jeter dans la rue, mais c'est pour se redonner de l'espérance et pour se redire ce qu'on a envie de faire ensemble. Voilà. Je vous remercie, et à la fin, c'est nous qu'on va.